First of all, Professor Dan, thank you so much for this really stimulating, if not galvanizing, I would say, inaugural talk. Thank you very much. It's now time. It's a moment for a Q&A session. My task is quite easy tonight. I'm actually here using my computer precisely because I'm looking at the different questions that the students may ask. So what we'll do alternatively, take questions from this very amphitheater, and we'll also take some questions from the other campuses, if you don't mind. And so far, we haven't had any question yet, except if the connection is not right good. And so it gives me the opportunity for 20 seconds, maybe just to say hello to your dear colleague, Dean Lisa Rosenmetsch, who is actually watching you online from Colombia. Alors, chers étudiants, et on fera aussi, s'il vous plaît, donc, chers étudiants, vous n'êtes pas tous du campus de Paris ce soir, mais vous êtes ici en Boutmy. Et donc, nous allons de façon alternative prendre des questions de cette salle, either in French or in English, but actually, you feel free just to raise your question in French or in English. You know that the undergraduate studies is bilingual anyway. Est-ce qu'une question dans la salle pour lancer les choses? Et si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, dire de quel campus vous venez, éventuellement poser votre question au micro. Vous préférez prendre les questions les unes après les autres ou prendre un bouquet de questions? Un bouquet. Vous préférez les bouquets? Je ne sais pas si le micro marche. On vous entend. Vous m'entendez? Je voulais vous remercier, Monsieur Bachardian. Je suis une très grande fan de votre travail. Donc, c'est un plaisir de vous écouter sur ce thème aujourd'hui. Et alors, j'ai une question, si je peux la poser en français, si ça ne vous dérange pas. Sur cette notion de traductibilité, enfin de l'exigence de traductibilité, est-ce que cette exigence de traductibilité, finalement, elle n'enlève-t-elle pas parfois nos singularités linguistiques, culturelles? Est-ce qu'on doit forcément tout rapporter à soi, c'est-à-dire sa langue, son prisme logique, pour comprendre l'autre et créer cette universalité à partir d'un pluriel? Merci. Maybe I answer now. She stays here so that if she has a follow-up, I could. Why don't we do it that way? I absolutely agree. You're the master if you know. Merci infiniment. Vous m'avez permis effectivement de votre question, et c'est pas simplement rhétorique de vous remercier, c'est que vous me permettez de préciser quand même une chose. Je parle de traductibilité au sens où nous nous retrouvons sur un même terrain d'argumentation et nous essayons sur ce terrain d'argumentation de nous comprendre, même si nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a toujours de l'intraduisible. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu parce que je commençais à voir l'heure tourner, et donc je n'ai pas cité le texte de Merleau-Ponty que j'avais envie de citer. Mais il dit qu'il faut pouvoir créer une expérience élargie où il y a la place pour les malentendus. Dans la négociation dont je parle, dans la traduction dont je parle, il y a toujours place pour les malentendus, il y a toujours place pour l'intraduisible. Vous savez, la traduction, si on y réfléchit, c'est cette opération qui, en principe, est impossible, mais qui, au bout du compte, se réalise. Je dis toujours cela au sens où, en principe, une langue, c'est véritablement un monde, c'est une espèce de perspective sur le monde. Et donc, de ce point de vue-là, une langue détermine, il y a même des gens en anthropologie cognitive qui estiment qu'une langue détermine véritablement la manière dont nous pensons. Et donc, il y a toujours, on est toujours confronté à l'intraduisible. Mais qu'est-ce que c'est l'intraduisible? Ce n'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas à traduire. Je prends ici la définition de Barbara Cassin. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas de traduire. On trouve toujours des approximations de plus en plus proches de ce qu'on voudrait dire, etc. Et c'est cet engagement dans la traduction qui est un véritable travail. Ce n'est pas une transparence qui serait obtenue comme ça, comme un fiat. Et d'ailleurs, vous le voyez dans les relations personnelles. Les relations personnelles qui marchent bien, puisque Madame la Présidente vous a invité à vous aimer les uns les autres, je me permets de jeter mon grain de sel dans ce grand campus d'amour que Sciences Po est, en disant que les véritables relations qui se tissent sont des relations qui respectent l'opacité de l'autre.
vouloir absolument que l'autre vous soit transparent. Je comprends exactement ce que tu penses au moment où tu le penses, je comprends pourquoi tu réagis de telle ou telle manière, vous finissez par un divorce. Et donc, l'idée qu'il y a cette opacité de l'autre et que la véritable relation s'installe dans le respect d'une forme d'opacité, ce qui ne veut pas dire que vous ne passez pas votre temps à essayer de comprendre l'autre, c'est une bonne leçon et je la tire d'Édouard Glissant. Pour ceux d'entre vous qui avez lu Édouard Glissant, vous savez que chez lui, le couple relation-opacité fonctionne. Sinon, ce que vous faites, c'est phagocyter l'autre. À ce moment-là, la traduction, ce serait une transparence absolue de tout le monde à tout le monde et on se mettrait à jouer de la guitare ensemble et à chanter Kumbaya, nous entendons. Non, ça n'est pas comme ça. C'est de la négociation. La traduction s'effectue sur fond d'intraduisible et l'intraduisible, paradoxalement, est nécessaire à la traduction. Merci infiniment de m'avoir permis de le préciser. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, je me permets de vous poser des... J'ai plus mon micro. Donc, non, ça marche? Très bien. Je n'ai donc pas besoin de parler trop fort. 2 questions qui viennent du campus de Reims. Une première question concernant l'appropriation culturelle et le concept d'appropriation culturelle. Cette idée d'utiliser des éléments matériels ou immatériels de la culture de l'autre. Comment vous l'intégrez dans votre travail? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que vous pouvez expliciter ce concept? Et deuxième question, qui est comment travailler à votre invitation, qui est celle d'aboutir à un universel horizontal, alors que, d'après cette étudiante, l'on observe un retour au repli sur soi dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Elle a parfaitement raison en disant que nous sommes dans un monde du repli sur soi. Malheureusement, un monde traversé par des ethnonationalismes sur le plan des relations internationales et de la politique, où on a l'impression que les promesses de l'après-mur de Berlin, on avait le sentiment que la démocratie maintenant avait un boulevard devant elle, etc. Quand on voit le retour des nationalismes et des fermetures sur soi, on s'en rend bien compte. D'ailleurs, un aspect de ce nationalisme, de ces ethnonationalismes, c'est l'égoïsme vaccinal aujourd'hui. C'était un point que j'allais souligner dans mon propos, mais il était trop long et j'en ai pas parlé. Mais par exemple, ceci est absolument révoltant. Madame Merkel, très récemment, quand elle a organisé la rencontre de quelque chose qui s'appelle Compact Africa, parce que l'Allemagne est en train de s'intéresser beaucoup à l'Afrique. Beaucoup de pays, d'ailleurs, aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique. Nous avons affaire à une Afrique qui n'est plus le continent oublié des droits de l'homme, le continent oublié du développement, le continent dont on attendait toujours la prochaine catastrophe. Il y a la pandémie, évidemment, il faut en sortir, mais c'est un continent qui aujourd'hui montre tout le potentiel qui est le sien, en particulier sa jeunesse. La démographie est un destin, disait Auguste Comte. C'est vrai, pour l'instant, la démographie africaine, on voit davantage de problèmes. Beaucoup de jeunes, ça veut dire une masse considérable de jeunes, il faut évidemment les transporter, les mettre à l'école, etc. Mais c'est aussi un atout formidable. Dans 2 générations à peu près, un jeune sur 3 ou 4 dans le monde sera africain. Et ceci, c'est une énergie absolument considérable dont les pays sont en train de se rendre compte et donc des partenariats sont là. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que cet égoïsme vaccinal est en train de renverser les choses précisément sur ce plan-là. Madame Merkel donc disait, voici que 60% de ma population allemande est vaccinée et l'ensemble du continent africain, c'est 2%. C'est-à-dire que même l'objectif minimal, modeste, d'avoir 10% à la fin de cette année 2021 et d'essayer de grimper à 70% dans le courant de l'année 2022, on n'y arrivera pas. Et Mme Merkel a dit, c'est injuste. Et c'est important qu'elle ait utilisé un mot moral comme c'est injuste. Elle aurait pu parfaitement dire, vous savez, il est tout à fait naturel qu'un pays commence par vacciner ses propres citoyens, etc. Elle a dit non, c'est injuste. C'est-à-dire que la grande fracture nord-sud, que Senghor appelait une fracture de l'injustice sociale, est une chose contre laquelle il faut lutter. Je disais tout à l'heure que l'universel latéral, ce n'est pas simplement chanter tous ensemble Kumbaya, c'est également vouloir un autre monde qui ne soit pas fracturé par
cette grande division nord-sud qui se révèle à l'occasion du vaccin. Alors, le repli sur soi, il est là, il est sous nos yeux. Quand il y a une exigence que les droits de propriété intellectuelle soient levés sur le vaccin, pour que les pays qui ont les capacités de les produire, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Sénégal, le Rwanda, se mettent à les produire, on se récrit tout de suite en disant « oh là là, et ça, on ne touche pas aux règles du business ». Et voilà un exemple de ce repli sur soi, de ces nationalismes qui fragmentent aujourd'hui notre monde et qui nous empêchent de faire humanité commune, de faire humanité ensemble. Donc, vous avez 1000 fois raison. Alors, pour l'appropriation culturelle, je vous signale que vous-même qui êtes à Reims, vous venez de vous approprier Lionel Messi. Alors, sur le plan de... Hein? C'est pas certain qu'il y aille. Il y a eu un 2-0 quand même. Bon, très bien. Donc, pas d'appropriation. Non, l'appropriation culturelle est un mot à la mode, mais je considère que veiller sur les frontières de sa culture ou de sa langue, encore une fois, c'est absurde. L'idée d'une appropriation culturelle et dénoncer les appropriations culturelles et donc enclore sa culture en disant « ceci est à moi », c'est absurde. Évidemment, quand l'artiste Baudérec fait des tresses et qu'on appelle ça une coiffure à la Baudérec, ça c'est idiot, parce que depuis des millénaires, les Africaines se font des tresses. S'il faut attendre une femme blonde qui ait des tresses pour appeler ça Baudérec, ça c'est la forme la plus stupide d'appropriation culturelle. Mais en revanche, que les objets et les idées culturelles circulent et donnent des meilleurs résultats parfois lorsque ces objets et ces idées sont transplantés ailleurs, mais c'est toute l'histoire de cette translation studiorum justement dont j'ai parlé. Quand la philosophie grecque a été traduite en arabe, ça a été très important parce que l'arabe étant une langue sémitique où le verbe être n'est pas utilisé de la même manière. Vous avez dans les langues indo-européennes, le verbe être est une copule, fonctionne comme une copule. Et donc, vous avez toute une histoire de la philosophie qui repose sur les catégories linguistiques des langues indo-européennes. Dire comme Parménide, le premier mot de la grande métaphysique occidentale, c'est l'être est, le non-être n'est pas. Vous savez, ça n'est pas simple de traduire ça dans une langue qui n'utilise pas le verbe être de la même manière. Donc, quand vous faites cet exercice de traduction, vous vous interrogez déjà sur la nature universelle du problème de l'être. Est-ce que le problème de l'être considéré comme universel ne tient pas simplement à la grammaire du grec, où le verbe einai en grec, ou être, esse en latin, ou être en français, bi tous ces verbes-là fonctionnent de la même manière. Dès que vous sortez du champ indo-européen, vous avez un autre mode de fonctionnement. Mais justement, c'est là que la traduction est intéressante. Quand Aristote a été traduit en arabe, ce n'était pas simplement une opération mécanique de transposition, c'était une forme d'hybridation de la langue arabe qui est devenue très vite la langue de la philosophie à un moment donné. Ce qui fait que les grands philosophes écrivaient en langue arabe. Le plus grand philosophe historiquement juif, Maïmonide, sa langue c'était l'arabe, parce que c'était tout simplement naturel, c'était devenu la langue de la philosophie. Le Guide des égarés, il l'a écrit en arabe et c'est seulement dans la dernière année de sa vie qu'il a vu une traduction en hébreu qu'il a endorsed, how do you say endorsed, qu'il a fait sienne, qu'il s'est approprié. Voilà. Et c'est comme cela que marche la circulation des idées et des cultures, et c'est une des significations de l'universel latéral. Donc, ceci est une très longue réponse à une question précise, et je manque de précision, eh bien, pour dire que, partisan comme je suis de l'universel horizontal et de l'universel de négociation, je suis pour la palabre et le blabla. Et je considère que l'universel latéral, évidemment, est hostile à cette sorte de police des frontières qui consiste à dire « pas touche ma culture ». Oui, je vous en prie, madame. Peut-être qu'il faut aller au micro si ça ne vous ennuie pas. Merci. Bonjour, tout d'abord, je suis ravie de pouvoir assister à cette conférence. Ma question porte sur l'actualité, fait écho avec l'actualité récente ayant lieu en France et aux États-Unis.
La fin de votre discours porte sur la mise en avant de la traduction de nos expériences, quelle que soit notre origine et notre passé. J'ai donc compris qu'il fallait mieux établir des discussions tous ensemble plutôt que de se retrancher entre communautés. Que penser dans ce cas-là des réunions non mixtes ayant lieu dans certains syndicats? C'est une question difficile pour la raison suivante. D'une manière ad hoc, cela peut faire sens, surtout si vous êtes un syndicat, cela peut faire sens de se réunir entre syndicalistes d'une certaine catégorie. Je veux dire, étant donné ce que je viens de dire, étant donné mon travail et l'insistance qui est la mienne sur la traduction, la rencontre, le dialogue et l'ouverture les unes sur les autres des langues et des civilisations, mon réflexe est toujours de dire je ne suis pas pour cet enfermement. Mais quand il y a une raison à cela, il peut y avoir une raison à cela. Il y a eu historiquement des réunions entre femmes qui se comprenaient pour le motif qui était précisément le motif discuté. Et dans ces cas-là, cela se comprend. Par principe, donc, je suis pour l'horizontalité la plus totale, mais je peux parfaitement comprendre que de manière ad hoc, sur la base de ce qui est discuté, il soit nécessaire de se retrouver entre soi, mais un soi qui est à ce moment-là, si vous voulez, un soi en mouvement, un soi qui ne va pas être un soi continu. Si vous voulez, l'enfermement dont parlait Aimé Césaire, cette conception carcérale de l'identité, l'idée que d'une manière répétée et permanente et continue, je dois intervenir dans un débat en tant qu'homme noir. Et donc, j'ai avec moi des hommes noirs et nous allons voter comme un seul homme sur toute résolution qui serait prise. Cette pétrification de l'identité est ce contre quoi je suis. Je suis pour des identités de ce point de vue-là ouvertes, de négociation, mais je peux parfaitement comprendre que précisément pour cela, on puisse avoir besoin, dans un état donné de la négociation, de se retrouver entre soi, ce soi étant défini non pas de manière identitaire, mais plus par l'objet de la réunion. Merci infiniment. En attendant que d'autres questions de la salle, si vous avez des questions, peut-être vous pouvez simplement faire la queue derrière le micro, ce serait formidable. Et en attendant, je vous glisse. Pardon ? Oui, très bien, mais deux minutes parce qu'on a donc 7 campus et j'ai donc 2 questions de campus, mais je vous promets qu'on va prendre 3 questions si vous voulez bien, professeur Diane, comme ça on pourra constituer un bouquet de 3 questions. Donc 2 questions très difficiles venues des campus. Que reste-t-il selon vous de la French Theory? Très, très simple comme question. Et deuxième question un peu espiègle, qui est-il selon vous de si admirable dans la philosophie de Sartre? Ah. Et attention, vous êtes enregistrés, vous savez. Voilà. Et je vous en prie, madame. Bonsoir. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez m'expliquer un peu plus précisément pourquoi vous ne croyez pas au privilège blanc, si j'ai bien compris? Merci. Bon, alors, oui, question très, très, très difficile. Pour la French Theory, je pense que si je commence maintenant, à 8 heures du matin, je devrais pouvoir arriver à une réponse, surtout avec ma palabre typiquement africaine. D'abord, la French Theory, c'était une construction. Autrement dit, c'est une construction purement américaine. L'idée que la French Theory, c'est quelque chose qui a été exporté par la France dans les universités américaines, c'est purement descriptif, parce qu'elle a été constituée comme French Theory. Quel était le lien précis qui faisait qu'il y avait une convergence sur les questions philosophiques entre Foucault, Derrida, Althusser à un moment, puis ensuite Althusser a disparu. Aujourd'hui, c'est plus Alain Badiou et peut-être Bruno Latour qui représentent ce qui resterait de la French Theory dans une forme de continuité. Mais là, c'est totalement différent. Dans le cas de Alain Badiou, c'est
parce que vous avez beaucoup de gens dans les universités américaines intéressés à l'idée d'une reconstruction du socialisme, d'une reconstruction du communisme représenté par Alain Badiou, Bruno Latour, cette réflexion sur les objets techniques, les médiations, etc., c'est très important. Est-ce que c'est encore la French Theory? Je ne crois pas, parce que, si vous voulez, la grande phase où la French Theory a été construite comme French Theory, où on avait d'ailleurs ce côté un peu énervant qu'on retrouvait dans tous les papers, à un moment donné, il fallait citer tout le monde. Et donc, chaque fois que je voyais une citation Derrida, je dis, OK, check, vous avez placé votre Derrida, hop, vous avez placé votre Bourdieu, vous avez placé, etc. Cette phase-là est passée, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si admirable dans la philosophie de Sartre? Elle est multiforme. D'abord, le fait qu'elle se soit exprimée en littérature, qu'elle se soit exprimée également au théâtre et qu'elle se soit exprimée évidemment dans des essais. L'idée que l'humain est une question, l'idée que l'existence elle-même est une question, l'idée d'une prolifération d'existence, cet aspect que vous retrouvez dans La Nausée, l'un des premiers romans de Sartre, La Nausée de 1938, l'idée que l'existence peut être une prolifération qui, à ce moment-là, me décentre complètement. Donc, l'idée de décentrement fait l'importance, me semble-t-il, de la pensée de Sartre. Et l'idée aussi, cette idée centrale dans la pensée de Sartre, que l'existence précède l'essence. On existe d'abord et on se construit ensuite. On n'est pas des essences prédéterminées et nous n'avons pas à nous conformer à l'idée que nous nous faisons de notre propre essence. L'idée que vous retrouvez dans la littérature existentialiste de manière générale, l'idée que vous retrouvez également dans le premier féminisme, celui de Simone de Beauvoir, l'idée que personne ne naît femme, on le devient. Autrement dit, on négocie en permanence son existence. Ça me semble être une magnifique philosophie de la liberté, une magnifique philosophie de ce que signifie l'humain. Et c'est vrai que quand Sartre écrit juste après la guerre pour se défendre d'être un anti-humaniste, l'existentialisme est un humanisme, je crois que c'est profondément vrai. Et c'est la raison pour laquelle, et puis son écriture aussi, elle est magnifique. Personne n'écrit aussi bien que Sartre de la philosophie et dans différents domaines. Et puis, c'était un homme qui était engagé du côté des exclus, qui était engagé du côté du tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et c'est un homme qui a été très courageux dans les luttes contre la colonisation. Il a été parmi ceux qui très tôt se sont mis du bon côté pour la guerre d'Algérie. Ceux qui ont supporté étaient avec Lumumba, etc. Donc, son engagement politique me semble également admirable. Mais évidemment, on peut toujours en discuter. Nous étions d'ailleurs tout à l'heure avec la présidente et puis la doyenne et l'administratrice en train de discuter de Sartre. Alors, qui marque des points, le camp Albert Camus ou le camp Jean-Paul Sartre? Il semble aujourd'hui que nous soyons à 2-1 en faveur de Camus. Camus a égalisé dans les années 90 et je crois que là, dans les années 2020, il a véritablement marqué le but en or et je veux bien le reconnaître. Pourquoi je ne crois pas au privilège blanc? Ce n'est pas que je n'y crois pas. J'ai expliqué d'ailleurs que la meilleure explication philosophique quand on Sartre, c'est de dire cela, que si on regarde des choses, alors Orphée Noir, je vous le recommande, lisez-le, c'est un texte absolument magnifique. Il dit, en gros, jusqu'ici, l'Occident a vécu sur l'idée que l'être avec E majuscule était naturellement blanc, que le logos était naturellement blanc, et qu'au fond, c'était les autres qui étaient différents. Autrement dit, l'Occident disait, je suis l'identité, et mon identité, c'est la raison, la beauté, le bien, etc. Expliquez-moi un peu quelle est votre différence. C'était ça la grande question. Et ça, évidemment, c'est une véritable construction philosophique de ce que signifie le privilège d'être au centre. C'est le privilège de voir sans être vu, de regarder sans être regardé, de considérer que vous êtes naturellement la norme et avec tous les privilèges liés à cela. Donc, la réalité de la chose est celle-là. Mais je veux que l'on
construisent philosophiquement les notions plutôt que de les utiliser comme cela à la va-vite. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas contre l'idée qu'il y a un privilège du centre. Simplement, cette racialisation à tout va, c'est ton privilège, etc. Si je me balade avec un de mes amis, mes multiples amis que j'ai eus, et que j'ai le sentiment que parce qu'ils sont blancs, ils sont un privilège ambulant quand je marche à côté d'eux, évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge. Par conséquent, les notions, il faut les construire philosophiquement, les penser, et non pas simplement les utiliser comme ça, comme elles sont utilisées malheureusement aujourd'hui à tour de bras. Voilà la raison pour laquelle je crois qu'il faut être réticent vis-à-vis de ce langage de la racialisation à tout va, et en revanche, être ferme sur la construction patiente et argumentée des concepts. Souvent, les mots nous empêchent de penser et les mots utilisés à tort et à travers remplacent à ce moment-là ce qui serait une véritable analyse. Voilà, je vais essayer maintenant d'aller très vite. Merci parce que je voudrais que je vous prie juste de m'excuser, je vais donc poser 2 questions qui viennent des campus en région, l'un de Menton. Donc, je vous pose les questions et puis ensuite, on pourra peut-être attendre les autres étudiants du campus de Paris pour avoir un petit groupe de questions ensemble. Donc, une question de Victoria du campus de Menton qui voudrait comprendre comment expliquer les nombreux paradoxes dans la pensée de Lévinas et notamment à la fois d'un côté sa philosophie de l'altérité et le fait qu'il soit partisan de l'universel vertical. Comment rendre ça intelligible? Une deuxième question concernant vos enseignements à Columbia. Compte tenu de votre discours et du message que vous avez fait passer pendant la leçon inaugurale, comment réagissent les étudiants américains à ce discours? Donc, j'imagine que pour l'étudiant présuppose qu'en réalité, dans le contexte américain, le discours que vous portez est difficilement audible. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une différence finalement dans la perception de votre discours ici en Europe ou aux États-Unis? Je vous en prie, posez peut-être 2 questions, le temps au professeur Diane de réfléchir aux réponses. Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Okay. Merci tout d'abord pour cette leçon qui était vraiment marquante. Vous avez parlé des supposées fractures entre les cultures et je me demandais à l'heure des théories du complot, comment peut-on appliquer le concept de traduction, on va dire, entre 2 membres d'une même culture qui pourtant semblent vivre sur des planètes totalement opposées. Et je pensais notamment, par exemple, à ce que le discours de mensonge proféré par Trump a mené lors de l'attaque du Capitole. Et j'aurais aimé vous entendre dessus. Merci encore. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir offert une vision réelle sur le monde. Et s'il vous plaît, Madame la doyenne, vous avez dit qu'on peut demander des questions en anglais? Yes, of course. Yeah, so I had a question. Other than white privilege, which you said you don't believe in, do you think that Eurocentrism will never end by being indirectly present in our modern world by this influence of Europe seen as an ideal influence between other populations? Thank you. Excuse me, could you come back to that? Would you mind repeating The second one, yeah. Yes, I asked, do you think that Eurocentrism will never end by being indirectly present in today's world? Because Europe is sort of seen as this ideal influence through other populations. Thank you. Okay. And thank you so much for your question, because actually a lady from the Bachelor of Arts and Sciences, Charlène. So just to say that Charlène from the Bachelor of Arts and Sciences had exactly the same question as yours. So okay. Charlène, we actually replied to your question through your colleague. Ok, excellent. Alors, très rapidement, le plus rapidement possible, sur les paradoxes Lévinas, c'est vrai que c'est un paradoxe. Je l'ai dit tout à l'heure, Lévinas est véritablement un penseur de l'autre. L'autre comme visage, dit Lévinas. Et a une philosophie de l'être, il préfère justement une philosophie éthique. La dimension éthique de la philosophie, ça consiste à considérer que l'autre, dans la nudité de son visage, dégagé de toute culture, me commande.
ma relation à l'autre est une relation asymétrique. L'autre me commande véritablement sous la forme « tu ne tueras point »,« tu me nourriras si j'ai faim », etc. Et c'est véritablement une commande, et il construit une magnifique philosophie de la relation à l'autre autour de cette notion du visage, etc. Il est vrai qu'il dit le visage dégagé de toute inscription dans une culture donnée. Ce n'est pas l'autre en tant qu'il vient d'une autre culture, c'est véritablement l'autre en tant qu'il est visage et qu'il est en tant que visage porteur de l'exigence la plus haute de l'humain. Et je me sens obligé, je suis l'obligé de l'autre tant qu'il est ce visage-là. Et ça, c'est magnifique. Ce sont des textes de Lévinas dont je me suis fortement nourri, qui m'ont fortement influencé. Mais, cela dit, c'est vrai que l'idée d'un monde où l'Europe ne serait plus le centre, c'est une idée pour lui qui lui est intolérable parce qu'il trouve que c'est une idée totalement contradictoire. Autrement dit, dès qu'il ne parle plus de cette relation du je et du tu, de cette relation interpersonnelle, et qu'il se met à considérer les sociétés humaines, là, c'est l'eurocentrisme sans phare. Il dit il faut la dimension de la verticalité. Le monde a besoin d'être orienté et la seule orientation possible est donnée par la seule culture qui se trouve à la verticale de l'universel, et c'est la culture européenne. Et ça, ce sont les deux visages, effectivement, d'Emmanuel Lévinas. De ce point de vue-là, Humanisme de l'autre homme, pour ceux qui sont véritablement conquis par le Lévinas de totalité infinie, etc., c'est un livre, de ce point de vue-là, insupportable. Et quand il dit « sorti de la Bible et des Grecs, il n'y a que de la danse », même dans des entretiens, en particulier avec un entretien qui a été publié aux États-Unis d'abord, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français d'ailleurs, il dit pire que cela. Vous savez, Lévinas avait à un moment donné, quand Mandela était sorti de prison, dans des funérailles, c'était la culture de Mandela, il esquissait des pas de danse. Et Lévinas avait eu un commentaire de cela en disant que c'est encore un signe de l'excellence de la culture européenne que ces cultures où l'on danse dans les funérailles. Et ça, c'est ainsi. Vous dites paradoxe, on va garder ce mot de paradoxe, mais la philosophie est pleine de ce paradoxe. J'ai parlé de Montaigne tout à l'heure. Montaigne a une phrase qui consiste à dire, il se moque des philosophes en disant ces âmes principales qui sont toujours en train d'avoir de très grandes idées universelles, etc. Si on y regarde de près, dit Montaigne, à la fin, ils sont de manière lourde des hommes. Et c'est vrai que, par exemple, vous prenez Kant de la loi morale qui brille comme le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, ou qui dit traite l'humanité en toi-même toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Quand il parle de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'il se promène parmi les humains réellement, il dit des horreurs. Et ça commence déjà avec les Italiens. Alors, évidemment, quand on passe la Méditerranée et qu'on passe en Afrique, vous pouvez imaginer ce qu'il dit, mais même déjà les Italiens, voilà. Dès que vous passez les Pyrénées, c'est tous des bougnoules. Bon, les philosophes, effectivement, ont dit des horreurs à côté de considérations sublimes sur l'homme, l'universel, la raison avec R majuscule, etc. Comment réagissent mes étudiants US? Bien, difficilement audible, non. Je crois que je suis, au contraire, j'ai une certaine audience aux États-Unis qui me satisfait. Et par exemple, ces questions-là particulières sur l'universel, etc., les questions que je viens de... Nous en avons discuté, l'anthropologue Jean-Loup Amsel et moi-même, dans un livre Universalisme et pensée décoloniale qui a été traduit tout de suite en anglais. C'était extrêmement rapide. 1 an plus tard, le livre paraissait en anglais. Et ce livre dans ma discussion avec Jean-Loup Amsel, je tiens à ces propos-là, est tout à fait bien reçu et je fais beaucoup de tournées dans les universités américaines pour en parler. Donc non, il ne faut pas imaginer le monde
universitaire américain comme un monde où on aurait une espèce d'immédiateté de la pensée yoke, etc. Donc, c'est un monde qui accepte parfaitement cette sorte de réflexion et de patience dans la construction des concepts. Alors, c'est une excellente question, celle que vous posez sur cette fracture avec le complotisme. Est-ce qu'on peut traduire entre les mondes tribalisés dans lesquels nous vivons? Justement, c'est ça qui est... Vous avez raison de dire que là, on a un intraduisible de fait. Le monde des complotistes est un monde où, finalement, vous vous demandez quel langage pourrait pénétrer. Si quelqu'un croit que se vacciner, ça consiste à s'injecter une puce imaginée par Bill Gates pour que des Martiens puissent venir chercher tous ceux qui ont été injectés et qui ont cette puce dans le bras pour les emmener sur leurs astronefs, on ne sait où. Si quelqu'un croit cela ou le dit, qu'est-ce que vous pouvez lui opposer comme langage? Et c'est là que l'ethno-nationalisme ou le tribalisme, tout simplement, dont je parlais tout à l'heure, se replie sur l'impossibilité d'argumenter. Parce que le tribalisme construit aussi son propre monde, construit sa vérité, les faits alternatifs de sinistre mémoire, et vous avez l'impression d'avoir en face de vous un discours absolument impénétrable. La meilleure manière de définir, ça a été dit d'ailleurs, que le trumpisme, puisque vous en parlez, est devenu pratiquement un culte. Une chose intéressante, il y a quelques jours, Trump a demandé à ses partisans, dans une manifestation, de se vacciner. Et où il a été hué. Ça veut dire que l'idée que ses partisans suivent ce qu'il dit, en réalité, n'est pas vraie. Ses partisans attendent un certain discours, y compris de lui. Ça ne les intéresse pas de savoir la vérité sur le vaccin. Ce qui les intéresse, c'est d'être réunis en tribu autour de l'idée qu'on est contre le vaccin. Et donc, même celui qu'on met en avant comme étant le chef de la tribu, s'il se met à tenir un discours autre, on le rappelle à l'ordre, on lui rappelle que la théologie de la tribu, c'est de dire que nous ne nous vaccinons pas. Il est vacciné, il dit vaccinez-vous, mais ça ne passe pas. Voilà un exemple d'intraduisible qui est un intraduisible, si vous voulez, de fait. Et contre celui-là, on se demande effectivement quelle serait une possibilité de traduction, et malheureusement, elle est quasiment impossible. Thank you for your question in English. Let me come back to the idea that I do not say that I do not believe in white privilege. I said that I am very, let's say, careful in using expressions such as that one. I want to make sure that we put the right concept and the right content in notions that we use. If we use such a notion, the way in which I reconstructed it from the explanation given by Jean-Paul Sartre in Black Orpheus is a way of really making it a philosophical concept. The way in which it can be thrown out and thrown around simply as a phrase about white privilege and a phrase that would be explaining everything. Okay? That is what I am very skeptical about. So I am not a non-believer, because that would be absurd. We live in a world, we have lived until now, in a world in which, yes, indeed, being white, being European, meant that you had a certain number of privilege. At a point when I was a student here, it was much harder for me to find a place than for my friends whose name was not Suleiman Bashir Gang, but Philippe Bessé. Well, I had really a friend who was called Philippe Bessé, and when he found a room, he convinced the landlady to give me the other room as a rent. So that was easy for me. So no, it would be absurd not to see that this exists. Simply when you want to think, you have to construct
concepts in a very careful way, and that's what I was calling for. Now, Eurocentrism will not end. It is ending. Eurocentrism is ending. We are not living anymore in a world where Europe decides about everything. The idea that Europe, let's call it Euro-America, can shape the world according to its image, that doesn't exist anymore. So Eurocentrism is really not here forever. And we have to make sure that we still have this capacity to share something that would be a public square, and to make sure that we have a public square in which we can all argue with each other, against each other, but that means that we share some public square precisely, and that this is not just a stage where everybody would perform in turn, take their turn to perform their own identities. Otherwise, every kind of argument would be just an ad hominem argument. I am allowed to say what I'm saying because I am who I am. You are not allowed, by the way, to say what I say about my own self, and then you say what you say because you are who you are. You just have juxtaposition of performances and not real arguments. So what I had in mind here is a notion of a public square, a shared language founded upon a shared humanity and a shared notion of rationality. And something we realize that we need, precisely in the context in which we live, we are coming back to simple ideas that one has to believe in science, one has to believe in facts, one has to believe in truth. So these ideas that we always say, well, they are construction, yes, indeed. But the context in which we are living, the context of the pandemics, is convincing us that we need this shared rationality and the capacity to have argument. Yeah. Merci infiniment. Donc, on arrive presque au terme de la conférence, de la leçon inaugurale. Donc, vous êtes deux, n'est-ce pas, à poser des questions. Je crois qu'on va limiter à deux, peut-être un de part et d'autre, un côté de part et d'autre. Et j'ai une troisième question qui est arrivée dans le fil des questions. Alors, un étudiant dit qu'il vient de regarder et que le livre de Hamid Dabashi est disponible à Sciences Po, donc je vous donne l'information, de Can Non-European Think, on peut y avoir accès. Et c'est une question sur la lecture. Donc, l'étudiant en question dit, professeur, vous nous avez parlé d'Édouard Glissant, vous nous avez parlé de Césaire, de Senghor. Pour nous, cette nouvelle génération, on a du mal à rentrer dans le sujet des études postcoloniales. Donc, bien sûr, nous allons vous lire. Mais est-ce que vous pourriez nous guider en termes de lecture et l'idée étant comment entrer dans ce sujet? Première question. Et deuxièmement, faut-il commencer par la philosophie ou la littérature? Donc voilà une très belle question. Je vous en prie. Oui. Bonjour. Je voulais vous remercier déjà pour votre conférence. Une question que vous avez posée que je souhaiterais intéressante, c'est celle de la traductibilité. Celle que pour pouvoir débattre d'un sujet commun, il faut qu'on puisse se comprendre. Est-ce que vous pensez que cette question de la traductibilité peut aussi s'appliquer aux sciences dures? Dans un monde, par exemple, quand on parle de vaccins, on parle beaucoup de la science derrière, mais finalement, on parle d'un langage qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir débattre sur des sujets finalement techniques? Merci beaucoup. Vous placez face à un dilemme là. Je vous en prie. Merci. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu parler aujourd'hui. Donc en fait, vous avez dit que vous trouviez cela absurde que des personnes blanches ne puissent pas s'exprimer sur des sujets concernant des personnes de couleur. Cependant, dans un monde où la parole blanche est omniprésente et on pourrait dire surconsidérée, n'êtes-vous pas peur, n'êtes-vous pas inquiet que du coup, la voix des personnes de couleur se retrouve étouffée sans une certaine limitation des personnes de couleur? Monsieur, je vous en prie. Ça sera donc la dernière question, pardonnez-moi. Il est 19h55 et il faudra qu'on libère l'amphithéâtre, pardon. Vous pourrez écrire au professeur Diane pour poser votre question. Je vous en prie.
Bonsoir professeur, vous avez conclu, il me semble, sur cet idéal d'un universel qui reposerait sur la coopération, la traduction. Je voudrais savoir votre avis, votre réflexion vis-à-vis de l'usage de procédés radicaux, voire violents, dans la perspective de l'instauration de cet universel. Est-ce que vous pensez que c'est une utopie, qu'il ne faudrait pas se laisser bercer dans cette utopie qui serait trop lointaine et qui ne serait pas viable si on l'instaure par la violence? Merci. Merci beaucoup et je suis désolée d'avoir été bavard et d'empêcher que toutes les questions soient posées. Philosophie ou littérature, j'ai envie de dire les deux. J'aime la littérature et je suis de ceux qui considèrent que les littéraires, et en particulier les poètes, sont en quelque sorte en avance. Et parce qu'ils sont visionnaires, voient les choses, ont une pensée plus lointaine et que nous autres travailleurs de la preuve, comme disait Bachelard, et qui essayons le concept, nous venons là derrière. Donc la littérature, je la mettrai avant. Et donc, oui, c'est vrai que Senghor, Césaire, c'est un petit peu lointain aujourd'hui, mais c'est intéressant précisément avec le recul de les relire et de se rendre compte qu'ils disent des choses qui s'adressent véritablement à notre temps. Ils ne sont pas enfermés dans l'époque qui fut la leur, qui a été précisément à l'époque des décolonisations. Le dernier texte de Césaire, probablement, est l'entretien qu'il a eu avec mon amie Françoise Vergès. Et le texte s'intitule « Nègre je suis, nègre je resterai ». C'est un très bel entretien. Et Françoise Vergès lui pose la question à un moment donné en lui disant si un jeune Martiniquais venait vous voir, donc un jeune de votre génération, venait vous voir en lui disant Papa Césaire, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise véritablement pour être celui que je dois être, celui que je veux être. Et la réponse de Césaire c'était de lui dire lisez Shakespeare, les anciens, les latins, etc. Question tout à fait curieuse. Césaire ne lui dit pas « lisez-moi » ou « lisez mon ami Senghor » ou bien « lisez Édouard Glissant », etc. Il lui disait les grands classiques. Cette manière de le rapporter au canon, au grand canon. Or, nous sommes aujourd'hui hostiles au canon. Nous estimons que le canon, c'est des hommes blancs morts et qu'il faudrait des choses plus vivantes, etc. Et quand Césaire dit « lisez aussi Shakespeare », Césaire a écrit une magnifique pièce de théâtre qui s'appelle « Une tempête ». Et une tempête, c'est une réécriture de Shakespeare. Et donc, ce qu'il était en train de lui dire, c'est qu'il y a évidemment ce qui est le plus important. Ce n'est pas qui pense quoi, mais ce que vous allez penser de ce que quelqu'un d'autre a pensé. La relation critique que vous construisez au fameux canon est probablement une démarche plus importante, plus productrice que la simple remise en question du canon. Évidemment, il faut remettre en question le canon. Je ne comprendrai pas un cours aujourd'hui qui serait construit avec rien que des hommes blancs morts. Si je construis un cours coming up, Discovering Existence, I want to make sure that the existential question is posed by Sartre, obviously, Camus, obviously, but also Frantz Fanon, coming from a different perspective, although he is a philosopher of existentialism, posed also by Simone de Beauvoir in The Second Sex, etc. So you have to make sure that you have this balance, but at the same time, what is probably more important is the kind of critical relationship that you can have vis-à-vis the canon, rather than just who is and who is not on that canon. Sur les sciences dures, d'abord une chose, sur la traductibilité. Vous savez, la raison pour laquelle je dis la traduction est une chose apparemment impossible, mais qui finit par se réaliser. Pourquoi je pense que Dinah Schulz, quand elle représente Open Casket, parle d'un point de vue qui est un point de vue important. Elle a été touchée par cette histoire, elle a été touchée par les images de Open Casket et elle exprime cela dans ses propres termes. D'ailleurs, Amanda Hill, pour revenir à cet autre exemple, quand il y a eu cette controverse autour de la possibilité pour
une poétesse hollandaise de traduire Amanda Hill alors qu'elle est noire avec son expérience. Amanda Hill elle-même, dans une interview, a dit que ça l'intéresserait de voir ce que son expérience, qu'elle estime non pas seulement particulière parce qu'elle est une jeune femme noire poète, mais parce que c'est totalement singulier. Ce moment de la récitation du poème était un moment extrêmement singulier qui était lié à la fois au lieu, le Capitole, aux circonstances, l'inauguration de Joe Biden, qui venait de remplacer Trump, le fait même qu'il y avait un soleil magnifique ce jour-là et une impossibilité d'avoir des... Tout cela entrait dans la diction qui a été la sienne. Donc, qu'est-ce que vous traduisez? Vous traduisez le choc que ceci a représenté. Vous commencez par le choc d'avoir reçu ce poème. Moi, j'en avais les larmes aux yeux et beaucoup de monde était comme cela parce qu'il y avait toutes ces circonstances-là. Et si je décide de le traduire, alors que je ne suis pas une femme noire, vous vous en serez rendu compte, eh bien, je suis en train de dire cela dans mes propres termes. Je dis que je suis tombée amoureux des circonstances dans lesquelles ce poème a eu lieu, puisque nous parlons d'amour, Madame la Présidente, et je dis cela dans mon propre langage et dans mes propres termes. Et c'est ce que dit Amanda Hill. Elle est intéressée par l'idée que quelqu'un puisse traduire une expérience singulière qui a été la sienne et qui est devenue un poème dans ses termes à lui ou à elle. Et c'est ça la traduction. La traduction, c'est l'épreuve de l'étranger. Pour prendre le titre justement du fameux livre sur la traduction d'Antoine Berman, qui s'appelle L'épreuve de l'étranger. Il faut faire l'épreuve de la différence. Il faut faire l'épreuve de l'étranger pour avoir de bonnes traductions. Ce n'est pas le même qui doit traduire le même, en d'autres termes. Et sinon, vous niez l'imagination créatrice de l'humain. La littérature mondiale est faite précisément de ces traductions-là. Goethe tombe amoureux de la poésie de Hafez, iranien. Il écrit le Divan oriental et en retour, Mohammed Iqbal, l'Indien ou le Pakistanais si vous voulez, mais il est mort avant l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, donc je dis Indien, en retour et pour rendre hommage à Goethe, écrit le Javidnama, le livre du destin, qui est aussi une appropriation du Divan oriental de Goethe, qui lui-même était une appropriation de Hafez. Et les choses marchent de cette manière-là. L'imagination créatrice est précisément ce qui nous permet d'aller au-delà de l'impossibilité de traduire pour faire que la traduction ait malgré tout lieu. Si vous dites « seul le même peut traduire le même », vous êtes en train de pécher contre l'imagination créatrice et la raison philosophique, les deux aspects qui expliquent la traduction. Alors, sur les sciences dures, contre les sciences subtiles, vous savez, là encore, vous avez des questions de traduction. Je vous ramène en histoire des sciences, on sait parfaitement que vous pouvez avoir deux langages absolument parallèles. Vous pouvez parler de la lumière en termes d'onde, vous pouvez parler de la lumière en termes de corpuscules. Vous pouvez avoir des paradigmes différents dans les sciences. Il y a une sorte de pluralisme épistémologique qui fonctionne dans les sciences. Vous pouvez vous inscrire dans un certain paradigme, etc. Aujourd'hui, ce dont nous faisons l'expérience, d'ailleurs, c'est la science en train de se faire avec la vaccination. C'est peut-être ça qui aussi pose des problèmes. Il n'y a pas que des wackis qui sont anti-vaccins. Vous avez des gens très sérieux qui ont de bonnes raisons d'être sceptiques vis-à-vis du vaccin. Ils se disent, c'est la première fois qu'on trouve un vaccin en un an. Évidemment, ils ont raison de poser ces questions. Ces questions-là sont rationnelles et il faut les traiter de manière rationnelle. Et c'est là que vous avez 1000 fois raison de dire qu'il faut que la science puisse nous parler et se traduise dans nos termes. Nous retrouvons toujours cette idée d'une traduction dans les termes qui sont les nôtres. Quand on nous explique qu'il ne faut pas se méfier parce qu'on les a trouvés rapidement, ces vaccins, parce que précisément d'abord, on ne partait pas de zéro. La fameuse technique qui a fait que pour Moderna et Pfizer et AstraZeneca, je crois, les autres sont des vaccins plus classiques, ces techniques-là étaient quand même sur place depuis très longtemps. Donc, les gens ne sont pas partis from scratch in the first place. Et deuxièmement,
les sciences n'avancent pas simplement parce que tel concept engendre tel autre concept d'une manière naturelle. Mon vieux maître Althusser avait raison de dire que la science, en tant que science, n'a pas d'histoire. Ce sont les conditions sociologiques qui changent. On n'a jamais mis autant de milliards de dollars en même temps sur une découverte. Donc, vous mettez autant d'argent là-dedans, vous pariez à coût de milliards de dollars, évidemment, vous avez une accélération. Et donc, si on explique cela, et c'est le grand défi auquel nous sommes confrontés avec cette pandémie et avec ce vaccin, la science avance chemin faisant. Ce virus, nous ne connaissions rien de lui, et les scientifiques se sont mis à avancer, donc ils se sont contredits. Ils ont d'abord dit qu'il ne fallait pas se masquer, maintenant il faut se masquer, etc., etc. Mais comprendre pourquoi il était naturel de se contredire, parce que nous avons affaire à la science en train de se faire habituellement, nous avons toujours affaire à une science déjà constituée. Vous allez chez votre médecin, il y a derrière lui des dizaines et des dizaines d'années de découvertes et de pratiques, etc. Et donc, ce qu'il vous fait a pour soi la tradition. Tandis que là, on ne savait rien lundi et on vous dit, maintenant on sait, samedi, venez vous vacciner. Vous avez raison d'être un petit peu hésitant, mais une fois que vous êtes ouvert et que vous croyez en la raison et que vous croyez en la science, non seulement vous vous vaccinez, mais vous vous arrangez pour qu'autour de vous, tout le monde se vaccine aussi. Et voilà. Je me rends compte, alors, les personnes blanches ne pas s'exprimer. Les voix étouffées, effectivement, ça c'est un problème. Il faut s'assurer qu'aucune voix n'est étouffée, et c'est de ce point de vue-là que j'insiste aussi sur le premier aspect de ce que j'ai dit, le pluralisme. Le pluralisme est essentiel. Que toutes les voix puissent s'exprimer, et Madame la Présidente disait d'ailleurs tout à l'heure, en vous saluant, en indiquant ce qu'est l'espace Sciences Po, c'est un espace où évidemment toutes les langues et toutes les opinions et toutes les voix s'expriment, et là-dessus, il faut veiller à cela. Qu'aucune voix ne soit étouffée, mais qu'en même temps, on considère également que toute voix peut être entendue et qu'il n'est pas nécessaire d'être le même pour comprendre le même. Il n'est pas nécessaire d'avoir la même couleur de peau, la même expérience pour traduire, parce que la traduction, précisément, c'est rapprocher des bords qui sont éloignés. Vous tenez compte du fait qu'ils sont éloignés et vous faites en sorte que les langues se touchent. Il y a presque une dimension érotique à ce que je viens de dire, et c'est fait exprès. Encore une fois, nous sommes en plein amour, chère Laurence. Voilà, j'avais une autre question, je pense. Alors, la violence, si la violence, ce n'est pas viable, l'universel latéral est précisément une manière d'exorciser la violence. C'est-à-dire qu'il y a une violence réelle qui est cette fracture nord-sud. Ce dont Mme Merkel a dit fort justement que c'était une injustice, c'est une injustice. Il faut se battre pour l'universel latéral, c'est un combat. Et ce combat, c'est un combat pour un autre monde. Pour simplifier, en parler institution, puisque nous sommes à Sciences Po, c'est le combat d'une organisation internationale et multilatérale comme l'Organisation mondiale de la santé contre l'OMC. Voilà comment je simplifierai les choses, c'est-à-dire une organisation qui, elle, s'occupe de commerce et s'occupe de faire que ça soit business as usual, y compris pendant une période de pandémie. Quand on vous oppose que les patentes, on ne peut pas comme ça renoncer aux droits de propriété industrielle, qu'est-ce qu'il faut? Si une pandémie comme celle-ci n'est pas suffisante pour suspendre les règles du business as usual, qu'est-ce qui va suffire? Donc, c'est un vrai combat. Âpre, parce que vous avez affaire à des intérêts qui vont s'opposer à vous. Et justement, l'universel latéral, comme multilatéralisme, c'est l'idée que ce n'est pas la violence qui va être la réponse à cela. Que par le multilatéralisme, on peut arriver à corriger les injustices du monde. On n'a pas besoin que les masses afro-asiatiques, comme disait Lévinas dans une expression malheureuse, aillent à l'assaut du monde européen, ou qu'on complote pour ce que l'extrême droite aujourd'hui appelle le grand remplacement, mais se battre dans des cadres
qui sont des cadres d'argumentation, de discussion, faire en sorte, par exemple, que ce droit à la vaccination soit réel. Se battre sur ce droit à la vaccination, c'est non seulement important pour se vacciner, c'est important pour les principes éthiques que vous affirmez. Vous dites, chaque vie en vaut une autre. Aucune vie ne vaut plus qu'une autre vie. La vie d'un Allemand vacciné a autant de valeur, pas plus, pas moins, mais pas plus que la vie d'un Burkinabé qui ne voit pas l'ombre de la queue d'un vaccin. Et ça demande de se battre. Et justement, l'universel comme multilatéralisme, c'est le cadre dans lequel il faut mener ce combat-là pour un autre monde, alter monde. Merci.